La tendance observée ces dernières semaines se confirme donc, c'est ce qui ressort du bilan bimensuel de la situation épidémiologique avec un indicateur rassurant, en particulier une baisse de 49% des cas graves ou critiques ces 2 dernières semaines. Les développements avec Oussama Bkali. Le bilan bimensuel épidémiologique présenté par le chef de la division des maladies transmissibles, Abdelkrim Zian Belfreh, indique de nombreuses améliorations significatives. Pour la 11e semaine d'affilée, les cas positifs sont en baisse. Toutes les régions du royaume sont au vert. Le taux de guérison est en hausse. Il atteint actuellement 97,9%, soit un taux supérieur au taux mondial qui est de 90%. Le nombre de cas actifs, quant à lui, continue sur sa baisse. Le Maroc est passé de 7000 cas actifs il y a 2 semaines à moins de 5000 enregistrés hier, soit 28,5% en moins. Moins de 25 cas pour 100 000 habitants, un taux de reproduction en dessous de la barre de 1. Ces chiffres se reflètent également sur le nombre de cas graves ou critiques et le taux d'occupation des lits réservés à ces cas, en baisse de 49 et de 5,4% respectivement. Le taux de létalité hebdomadaire continue sur sa tendance baissière pour la 9e semaine consécutive. Le bilan passe de 87 décès il y a 2 semaines à 68 décès durant la semaine passée, soit une chute de 21,8%. Au bilan quotidien aujourd'hui, 15 nouveaux décès ont été déplorés et 30 cas sévères ou critiques. Selon Abdelkrim Zian Belfreh, la plupart de ces cas sont enregistrés parmi les personnes non vaccinées et chez certaines personnes dont la vaccination a dépassé les 6 mois. Et à l'international, face au regain épidémique dans certains pays comme la Russie, les gouvernements sont intransigeants. Les passes sanitaires ou vaccinaux sont de rigueur. Je vous laisse découvrir ce tour du monde qui démarre en Belgique avec Oussama Bkali. À Bruxelles, le gouvernement fédéral a réagi aujourd'hui à la montée des nouveaux cas en Belgique, qui a enregistré une hausse de 109% de cas d'infection par rapport à une semaine auparavant. Port du masque obligatoire, le recours au télétravail et la généralisation du Covid Safe Ticket. En Belgique, rien n'est laissé au hasard pour faire face à cette 4e vague. Je trouve que le recours généralisé au Covid Safe est très important. Je ne voudrais pas que l'on retourne à l'éducation en ligne. Nous préférons être en classe. Il faut donc raffermir les mesures. Le Covid Safe Ticket est une bonne idée à mon avis. On est sûr comme ça d'être dans des endroits où l'on se sent en sécurité. En Russie, la situation est d'autant plus alarmante, avec plus de 1000 décès lors des dernières 24 heures et plus de 36 000 nouveaux cas. Tout est mis en œuvre pour inciter la population à s'immuniser. Le président Vladimir Poutine a même annoncé 2 jours de congés payés pour les personnes qui se font vacciner. Je fais partie des premières personnes à avoir reçu la première dose. Il y a près de 6 mois déjà. J'ai désormais mon code QR, je peux aller où je veux. Dans les rues de La Havane, quelques touristes et un air de salsa révèlent un regain d'espoir chez les Cubains. À partir du 15 novembre prochain, l'État caraïbéen aura vacciné plus de 92% de sa population. Le gouvernement de Cuba compte ainsi réactiver l'activité touristique en berne depuis 2 ans. Les enjeux et perspectives de la coopération bilatérale et les défis communs, des sujets au cœur des entretiens bilatéraux entre Nasser Bourita et ses homologues africains et européens. C'était en marge de la participation marocaine à la seconde réunion ministérielle préparatoire du prochain sommet UE-UA prévu février prochain à Bruxelles. Une réunion également pour faire le point sur les progrès accomplis depuis le 5e sommet d'Abidjan en 2017 et pour évoquer les moyens de renforcer la coopération. Représentant de l'Union européenne. Direction Riyad, où le chef du gouvernement a remis un message écrit de Sa Majesté le roi Mohammed VI et transmis les salutations du souverain au prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz, et ce, lors de cette rencontre en marge du sommet de l'initiative verte pour le Moyen-Orient. De son côté, le prince héritier saoudien a transmis ses salutations et celles du serviteur des lieux saints à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette audience a également été l'occasion de passer en revue les initiatives du Royaume pour préserver l'environnement et lutter contre les dérèglements climatiques.
Une fuite d'une quantité limitée du gaz d'ammoniac a été enregistrée ce matin dans une unité de production d'engrais au complexe industriel de Jarf el-Sfar. Suite à cet incident, 15 employés travaillant près de cette installation ont souffert de difficultés respiratoires et ont été évacués pour recevoir les soins nécessaires. Ils sont désormais sous contrôle médical et dans un état de santé stable. Aucun dégât matériel n'a été enregistré. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet incident. La décarbonation pour gagner en compétitivité et accéder au marché européen, l'un des sujets évoqués par cette rencontre Action Climat qui réunit les acteurs économiques marocains autour de la transition bas carbone résiliente, un événement organisé en prévision de la COP26. Les développements avec Mehdi Boukhari. Le développement durable, une voie choisie par le Maroc et ses acteurs économiques. Un engagement vers la transition bas carbone réitéré par les opérateurs et décideurs économiques présents à cette rencontre Action Climat. C'était aussi une opportunité de mettre en relief la décarbonation de l'outil industriel marocain comme un important facteur de compétitivité. Grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc figure parmi les leaders mondiaux en termes de développement durable et de transition énergétique. Une démarche qui nous permet aujourd'hui de développer une production nationale décarbonée et à bas coût afin d'accéder facilement au marché étranger. Le Maroc, c'est un exemple extraordinaire pour d'autres pays, pas seulement dans cette région, mais dans le monde général. Ce qu'on peut faire par les efforts combinés, les efforts partagés par le gouvernement et le secteur privé. Et en plus de présenter sa stratégie bas carbone, cette rencontre a été une occasion de rappeler l'engagement du Maroc à se joindre à l'effort mondial pour créer un avenir résilient à faible émission de carbone. Nous sommes à quelques jours de la COP26. Un des enjeux qui sera discuté a trait notamment à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Il s'agit également d'un des axes stratégiques de l'action de la Fondation, toujours dans le contexte du développement durable, en ne laissant personne pour compte et en étant le plus inclusif possible. Et justement, le Maroc sera présent à la COP26 en vue de faire valoir son modèle en matière de transition énergétique et écologique, continuer à promouvoir ses initiatives entreprises depuis la COP22 et attirer de nouveaux investissements étrangers. Impôt sur les sociétés, création d'emplois, programme Intelera, tous ces sujets figurent bien entendu sur la feuille de route présentée hier par la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah Alaoui. Un projet de loi de finances qui table sur une croissance économique de 3,2% et sur un déficit budgétaire de 5,9%. Les grandes lignes du PLF 2022, c'est avec Yassine Lazzaz. C'est une rencontre interactive avec la presse nationale qui a été organisée par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget. Nadia Ftah Alaoui et Fawzi El-Qjah ont répondu à plusieurs questions et ont présenté les axes principaux du projet de loi de finances, tels que la relance de l'économie nationale. Parmi les priorités du gouvernement, renforcer les mécanismes d'insertion, avancer la généralisation de la protection sociale et valoriser le capital humain. Il y a également la réforme du secteur public et la mise en place d'outils de bonne gouvernance. Alors que les secteurs à vocation sociale tels que la santé et l'éducation occupent une place importante dans le projet de loi de finances, Fawzi El-Qjah n'a pas manqué de souligner la nécessité d'une croissance forte, génératrice d'emplois. Il faut trouver les mécanismes pour avoir une croissance créatrice de l'emploi. Vous avez parlé de l'emploi. C'est une préoccupation majeure, mais seuls les points de croissance peuvent le faire et peuvent résoudre la question. D'où la politique volontariste en matière d'investissement. Le projet de loi de finances pour l'année 2022 ambitionne ainsi d'atteindre un taux de croissance de près de 3,2% et de retrouver des équilibres macroéconomiques concernant la dette et le déficit public après les effets néfastes de la crise sanitaire. Nous a rejoint sur le plateau notre invité Zakaria Gerti, chargé d'investissement dans une institution financière. Zakaria Gerti, bonsoir.
Bonsoir et merci pour l'invitation. Première question, est-ce que ce projet de loi de finances apporte selon vous les instruments nécessaires pour relancer l'économie nationale? D'abord, merci pour l'invitation. Bon, plusieurs économistes et spécialistes des finances publiques disent qu'il ne faut pas serrer la ceinture en période de crise. Et je me réjouis que le Maroc ait opté pour une relance par l'investissement et par la dépense, quitte à sacrifier certains équilibres macroéconomiques, puisque le déficit budgétaire va rester élevé et s'établirait à peu près aux alentours de 5,9%. Donc nous voyons aujourd'hui, nous assistons à une année avec des investissements records qui vont arriver ou qui vont atteindre presque 245 milliards de dirhams pour l'année 2022. Donc l'investissement public reste moteur de la croissance économique, ce qui est une bonne chose et pourrait être une mauvaise chose aussi parce que nous devons aussi compter sur le soutien du secteur privé. Mais je pense que le Maroc a fait le bon choix de renforcer l'investissement public en cette année difficile post-Covid. Et puis le taux de croissance est intéressant, il s'établit à 3,2%. Bien évidemment, il reste en deçà des 4% qui figurent dans le programme du gouvernement et des 5 ou 6% que nous retrouvons dans le nouveau modèle de développement. Mais je pense que c'est une année de transition post-crise et nous devons être un peu, disons, cléments avec nos décideurs politiques. Alors, ce projet de loi de finances prévoit le lancement et la consolidation de plusieurs chantiers et stratégies à caractère socio-économique. Comment financer tout cela ? C'est une question qui mérite un débat, un long débat. Bon, d'abord, nous avons toujours opté pour un financement par de la dette. L'endettement de l'État est important. Je pense que nous allons franchir dans les années à venir la barre symbolique des 100%, dette publique 100% du PIB, en comptant bien sûr celle des établissements publics. Donc nous finançons par de la dette, nous finançons par certaines privatisations. Je pense qu'il y aura une enveloppe de 10 milliards de dirhams de privatisation, mais aussi nous allons entamer un chantier qui est important, qui est celui de la décompensation. La décompensation de plusieurs produits, le gaz butane, le sucre et le blé, et le montant de cette compensation aujourd'hui s'élève à 17 ou 18 milliards de dirhams. Vous avez cité tout à l'heure le budget alloué à la santé qui est de 23 milliards de dirhams. Donc la compensation coûte presque 70% du budget de la santé. Et donc le gouvernement va entamer une décompensation en 2023 et 2024. Et les produits de ou disons le manque que l'État va mettre dans la compensation vont être redirigés vers des secteurs sociaux, notamment le secteur le financement de la couverture sociale généralisée, qui est un chantier extrêmement important et disons le plus important de l'ère post-Covid. Donc si je comprends bien, on doit s'attendre à un accroissement de la dette publique en 2022 ? Elle est déjà, la dette publique, nous avons vu dans le projet de loi de finances, 40 milliards de dirhams de dette qui va être levée, qui vont être un montant de 40 milliards de dirhams qui va être levé auprès des institutions internationales, en plus de la dette intérieure. Donc oui, nous allons maintenir un niveau de dette élevé. Il y a tout un débat qu'il faudrait avoir sur ça. Est-ce que nous acceptons d'avoir un niveau de dette de 140-150% de PIB, comme c'est le cas en Espagne, en France, en Italie, le Japon, c'est 240% de PIB, la dette. Donc est-ce que nous allons accepter cela ? C'est une question de doctrine économique. Personne n'a tort et personne n'a raison. Donc c'est soit nous allons continuer sur de la dette, ou sinon nous allons aller vers un schéma de privatisation important. Il y a un changement de paradigme, un changement du rôle de l'État. Nous allons passer de l'État investisseur peut-être à l'État social, à l'État régulateur. Mais l'État n'aura plus ce poids qu'il a actuellement dans l'économie. Ça m'étonnerait puisque l'État reste le moteur de l'économie, reste le moteur de l'investissement. Après, ça a des avantages comme ça a des inconvénients parce que nous avons toujours eu au Maroc un niveau d'investissement de l'État extrêmement important. C'est à peu près 25 à 30% du PIB, ce qui fait du Maroc un des pays où l'État investit le plus au monde comparativement à son PIB. Mais malheureusement, des fois, avec des résultats en termes d'efficacité de capital qui sont relativement faibles, la rentabilité de l'investissement public est faible et ne se traduit pas en une croissance importante, ce qu'on appelle le ratio ICOR qui reste au Maroc plus élevé
que beaucoup d'autres pays asiatiques et pays émergents. Donc c'est un sujet aussi de fond sur lequel nos décideurs politiques devraient réfléchir les prochaines années. Vous avez soulevé plusieurs sujets de fond, plusieurs sujets à débat aussi, Zakaria Galti. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Au revoir. Et ce projet de loi de finances érige au rang de priorité certains secteurs comme la santé, le département qui se voit attribuer, je vous le disais, en titre un budget de 23 milliards de dirhams, soit 3 milliards de plus qu'en 2021. Un reportage à Rabat commenté par Sarah Jabri. Mise à niveau de l'offre de santé, renforcement de la gouvernance, valorisation des ressources humaines et création d'un système d'information intégré, tels sont les principaux axes d'orientation du projet de refonte du système de santé. Le projet de la loi de finances 2022 consacre 23 milliards 500 millions de dirhams à cette réforme. Cette réforme ne pourra être réalisée sans l'institution des principes de bonne gouvernance. De plus, le système d'information intégré permettra de suivre le parcours des patients via le dossier médical partagé entre tous les intervenants pour un meilleur suivi et contrôle. 6 milliards de dirhams pour le renforcement des infrastructures et des équipements. C'est près de 3 milliards de plus comparé au budget alloué par la loi de finances 2021. La réforme du système de santé promet aussi l'élargissement de la couverture médicale à 22 millions de nouveaux bénéficiaires. Ces objectifs reposent sur la mise à niveau des infrastructures existantes et la création de nouveaux établissements à travers le royaume. L'amélioration de l'offre de santé passe aussi par la valorisation et le renforcement des ressources humaines. Et justement, sur les 26 860 postes budgétaires prévus par le projet de la loi de finances, 5 500 seront consacrés exclusivement au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et c'est pile poil le moment de retrouver Mehdi Boukhari pour Question Éco. Mehdi, bonsoir. Bonsoir Amina. Alors cette conjoncture économique est marquée notamment par une surenchère des cours des matières énergétiques. Quel impact aura cette flambée du pétrole ou du gaz sur la croissance, mais aussi sur l'élaboration du PLF 2022 ? Comme à l'accoutumée, le coût de l'énergie est un élément clé dans l'établissement ou l'élaboration de tout projet de loi de finances. Le scénario de croissance de 3,2% projeté par le projet de loi de finances 2022 prend en considération un cours de gaz butane de 450 $ la tonne, une prévision qui est d'ailleurs en deçà du prix actuel du gaz sur le marché mondial qui s'est envolé depuis le début de l'année pour atteindre les 597 $ la tonne. Et cette évolution des cours de l'énergie n'est pas sans conséquence sur les finances publiques ni sur la performance économique nationale. Plus la charge de l'énergie augmente, plus elle exerce une grande pression sur le déficit budgétaire, la balance commerciale et accentue la sortie des devises, un poste de dépenses très volatile donc. Et comme vous l'avez remarqué, il influe sur les scénarios de croissance tout en menaçant les équilibres macroéconomiques, Amina. Et justement, qu'est-ce qui justifie cette hausse vertigineuse des cours des produits énergétiques ? En effet, Amina, les raisons sont multiples. Après avoir touché le fond en 2020, les coûts des énergies fossiles comme le pétrole par exemple ont été attisés par ces retours d'appétit des industries mondiales, la levée successive des restrictions de voyage et récemment un hiver rude qui s'annonce dans l'hémisphère nord, une demande qui a littéralement explosé et en face, l'offre est restée étriquée sous l'effet d'une fixation continue des quotas de production des pays membres de l'OPEP, la lente reprise des extractions américaines d'or noir, sans oublier le nouveau coup de chaud du gaz naturel dont les prix tutoient de nouveaux sommets, comme on l'a vu. Quand vous le voyez, autant de facteurs qui accentuent le déséquilibre du marché énergétique mondial. En effet, selon les prévisions de la Banque mondiale, les prix de l'énergie devraient en moyenne augmenter de 80% en 2021 par rapport à l'année dernière. Il ne faut pas s'étonner à ce que les cours du baril atteignent facilement les 90 voire les 100 $ d'ici la fin de l'année, de quoi pénaliser lourdement les pays importateurs de produits énergétiques comme c'est le cas pour le Maroc. Est-ce que cette onde de choc pourrait concerner le Maroc, l'économie marocaine ? Malheureusement, oui, Amina, la facture énergétique du Maroc risquerait de s'alourdir considérablement au cours des prochains mois. Si on prend le cas du gaz, le Maroc semble prendre ses dispositions puisque le PLF 2022 prévoit d'augmenter la charge de compensation de 28% pour atteindre les 16 milliards de dirhams en 2022 pour essayer de prémunir le consommateur marocain contre notamment cette flambée du gaz butane au niveau mondial.
mondiale. Pour les carburants, c'est une autre histoire. Les prix ne sont plus subventionnés. Le marché est totalement libéralisé depuis 2015. Le prix du diesel, qui gravite actuellement autour des 10 dirhams, ou encore l'essence à 11 dirhams et 79 centimes le litre, évolue au gré du cours des produits pétroliers finis au niveau mondial, mais aussi de l'état de stock et de la politique commerciale de chaque distributeur. Cette flambée des carburants risquerait même de créer une tension inflationniste. Qui dit un diesel plus cher dit une hausse du coût du transport des marchandises et par conséquent une augmentation des prix des denrées alimentaires et donc une perte du pouvoir d'achat. Ces tensions sur le marché énergétique mondial devraient même pousser le Maroc à accélérer la cadence de sa transition énergétique, investir plus dans les renouvelables pour baisser sa lourde facture énergétique et réduire donc sa dépendance des importations. Et cela passera aussi par une décarbonation de son industrie. Amina. Merci Mehdi pour toutes ces précisions.